Devinez qui est ici avec moi. Bien sûr, il y a celui en haut. Ça, c'est le pionnier de l'anatomie et physiologie dans le monde entier. Fredou, ça va, tu vas bien? Salut à tous, c'est paix sur terre. Ouais, ça va, ça va. Super, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, on a un invité. Présente-toi. Salut, moi c'est Dorian. Voilà, ça fait 25 ans que je m'entraîne maintenant. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous comme ça, parce que Alors moi alors vous me connaissez peut-être par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à la prévention que je fais. Donc je suis le directeur européen de Sinob et je fais également du coaching maintenant. Et voilà, je vais me spécialiser dans ce domaine-là parce que je trouve que ça manque de coach élite, surtout en termes de santé au niveau français. Et voilà, et rétablir un peu et éduquer les gens, surtout par rapport aussi aux produits, parce que c'est dangereux pour la santé et qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Et surtout des coachs qui détruisent les gens. Et ça me révolte, quoi, voilà. Et ta décision de commencer à faire du coaching était basée sur ce que tu voyais autour de toi. Alors, en fait, c'est quand Rob a reçu le jeune là, de 17 ans qui s'est lancé à être coach en dopage à 17 ans. Bizarrement, j'ai fait une vidéo réaction là-dessus, mais juste vraiment, tu sais, je sais pas, c'était juste, j'ai rien attendu de ça. J'ai fait une vidéo réaction en expliquant que tout ce qu'il disait, c'était n'importe quoi. Bizarrement, j'ai reçu des mails de gens qui étaient suivis par lui et qui ont eu des problèmes de santé. Alors, je t'avoue, j'ai été estomaqué. Ouais, ça m'a vraiment laissé, ça m'a surpris, quoi. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait un tel vide et un tel manque d'informations que je me suis dit, pourquoi pas coacher les gens? Parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment un vide un vide complet là-dessus, quoi. Okay, cool. C'était un gamin de 18 ans, je crois, c'est ça, hein? 17 ans, non, il n'était même pas majeur. Oui, pas 17 ans, majeur. il est passé chez Rob. Rob, on voit que Rob était. Moi, j'ai vu la deuxième de Rob. Non, Rob n'était pas content parce que il a vu quand même quelqu'un qui emmenait les gens si ce n'est à la maladie, en tout cas, c'est à la mort, tu vois. Parce que les gens voyaient un gamin de 17 ans extrêmement musclé, c'était les produits, bien sûr, et le gars s'improvisait coach, tu vois. Et une folie, quoi. Et Rob, En même dans son dopage, pas coach, coach en dopage. coach en dopage, t'imagines le truc non, à 18 ans, un truc, à 17 C'est ans, pas 18 coach, hein, coach en dopage, direct, sans… Voilà. Et Rob était là pour dénoncer le truc. Il dit, mais attends, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais, les gars, mais vous êtes des dingues. Il montrait, si tu veux, la réalité, tu sais, un peu comme on montre les enfants soldats du Libéria. Et, et ça, moi, ça m'a choqué. Et puis, ça a choqué aussi Dorian, tu vois, de voir ça. Et ça me choque en ce moment parce que… Ah, mais moi, ça m'a… Mais Rob le faisait pour dénoncer, si tu veux, pour dire, bon, bah, tu viens, on va montrer la folie, quoi. Tu vois, ça existe, il ne faut pas se voiler la face. Tu vois, ouais, sauf que quand il a reçu la troisième fois… Sauf que quand il a reçu la troisième fois, ça lui avait fait tellement de publicité que le mec, il avait fait je ne sais pas combien de milliers d'euros, quoi. Je ne sais pas si tu vois le truc, quoi. Excusez-moi, c'est ça le problème avec ramener des personnes comme ça sur les plateformes et leur donner la chance de parler. Parce qu'à la fin de la journée, on est ici sur ma plateforme, on va parler de choses intéressantes. Il y a des gens qui vont être éduqués, il y a des gens qui vont être inspirés par les choses qu'on va dire. Mais il y a toujours cette inspiration dans la personne. Et la plupart du temps, ce n'est pas toujours une bonne inspiration, une mauvaise inspiration, parce que tu peux être inspiré par des personnes à faire des mauvaises choses, comme la situation de la personne qui est venue en train de parler d'être un coach de dopage. Il faut faire très, très attention avec les personnes qu'on invite, parce que malgré si on veut montrer la personne, parce que la personne veut parler de dopage, ça reste pas une bonne chose à faire. Certes, Rob le fait. Je connais Rob et je veux lui parler de ça parce que je veux l'avoir ici encore, parce que j'adore l'avoir chez moi. Rob, c'est un journaliste. C'est le journaliste de muscu du Fit Game. Et il a une manière de montrer ou de proposer les choses aux gens dans le French Fit Game.
Et la plupart du temps, ça peut ramener des choses comme ça. Mais lui, il ne le fait pas. Rob ne le fait pas parce qu'il veut le faire. Il le veut parce qu'il veut montrer des choses, parce que ça veut attirer les vues. C'est une question de vue. Mais ça ne reste pas une chose qui est intéressante à faire, si ça se dit en français. Maintenant, je voudrais commencer à parler du monde de coaching. C'est pour ça qu'on a Frédéric avec nous. Et bien sûr, Dorian. On devait avoir Laurent Erasme avec nous, quelqu'un que je trouve très, très intéressant. D'ailleurs, je vais l'inviter d'abord seul ici avec moi pour avoir la chance de le connaître, parce qu'il est très, très intéressant comme personne. Là, c'est lui qui va me former. C'est lui qui me forme. Je fais sur la physionomie, physiologie, prise de sang. Donc, je fais déjà des heures, parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps, donc je fais des heures par-ci, par-là, de cours. Et dès que j'aurai le temps, je vais faire la formation Mastery et tout ce qui va avec. Parce que vraiment, c'est super important qu'un coach soit capable de lire une prise de sang, de savoir ce qui se passe. Parce que souvent, les gens viennent à toi et ont des problèmes sans le savoir. Je ne parle même pas du dopage, je parle même des gens natifs ou des choses comme ça. Et si tu leur fais faire une diète, alors que la personne, par exemple, a une déficience de la thyroïde, tu peux toujours lui faire une diète, ça ne sera pas très efficace. Ça peut même empirer le problème. Donc, je pense vraiment que, pour moi, je pense que c'est vraiment le futur, ce genre de coaching, vraiment aller loin en termes de physiologie. Ouais, physiologie. Donc, et micronutrition ici. C'est micronutrition ici parce que c'est ce qu'on propose dans mes formations. Exactement. C'est ce que je propose dans mes formations, c'est ce que j'apprends aux coachs aussi qu'on forme à travers mon assistant Angelo qui fait exactement ça parce que, comme tu as dit, c'est l'avenir. Maintenant, je veux parler à Fred. Fred, j'étais en train de me poser une question l'autre jour. Comme tu le sais, ça fait longtemps que je te connais. Plus de 30 ans, je pourrais dire, parce que la première fois que je t'avais vu, c'était sur le monde du muscle et j'avais, je crois que j'avais 23 ans, 24 ans, je crois. Et j'ai toujours été attiré par les choses que tu faisais. On a déjà parlé de ça auparavant. Mais la chose qui m'a fait penser à toi l'autre jour, parce que ce qui m'a rendu le coach que je suis devenu aujourd'hui, être encore de plus en plus compétent et avoir cette chance d'éduquer d'autres personnes, comme je t'ai dit auparavant, c'était toi par rapport à tes bouquins, mais je les ai complètement décortiqués. Lorsque je prends un bouquin, et d'ailleurs, il faut que j'achète le nouveau, ta façon de voir l'anatomie, les conflits anatomiques, une chose que 99% des coachs ne le savent même pas. Ne savent même pas que ça existe. Je viens tout juste de faire une vidéo sur ma chaîne, arrêter le cœur au pupitre avec la barre droite, quelqu'un qui se fait flinguer. T'as vu la vidéo? Le mec qui se fait flinguer les deux biceps en même temps. Avec le biceps. Les biceps. Le mec qui s'arrache les deux biceps avec en même temps. Avec un Harry Scott chargé et lourd. Chargé et lourd, et en plus, ça se voit qu'il a des bras longs, et aussi, ça se voit qu'il avait un valgus prononcé. Et pourquoi, d'après toi, ces coachs ne prennent pas le temps, la plupart, je ne dis pas tous, hein, de prendre tes bouquins et apprendre à le faire? Moi, je sais pourquoi, mais vas-y. Globalement, quand même, mon livre, c'est celui qui est le plus acheté dans le monde. Donc, on a quand même pas mal de pros qui l'utilisent et de coachs. Kay Green, par exemple, c'est des mecs qui me suivent. Il y a, comment il s'appelle, Monsieur America? Oh, je me souviens plus, il a posé pour mon poster. Qui prend aussi. Il y en a pas mal et beaucoup. Pouliquin, j'étais en référence. Pouliquin, c'est le coach des coachs, bien sûr. Mais globalement, c'est peut-être des mecs qui ne sont pas forcément coachs ou bien ils sont formés très rapidement. Mais là, c'était, je pense, une vidéo américaine, non? C'est une vidéo de quel pays? Américaine. Mais si je parle de Kay Green, même Kay Green, je sais qu'il est inspiré par tes dessins et tout. Moi, j'ai vu des fois Kay Green, il fait des exercices, mais d'ailleurs, il a un valgus prononcé. D'ailleurs, je l'ai vu faire des exercices. Ce n'est pas pour critiquer les personnes, pour le critiquer. Le problème, c'est t'expliquer que tu as un valgus et puis le déceler chez la personne. Et pourtant, ça se voit, mais il y a des gens, ils n'arrivent pas à le voir. Théoriquement, ils apprennent les choses, donc ils peuvent te ressortir ce qu'ils ont lu, mais dans la vraie vie, ils ne vont pas pouvoir l'analyser et le voir. C'est le problème. Tu vois, il y a le lire et être capable de le percevoir chez l'autre.
Tu es l'identifié. Identifié. Moi, j'ai plein de jeunes qui viennent et qui m'envoient des photos en me demandant une analyse morphologique payante. Du coup, tu prends mes livres, moi, je ne te fais pas d'analyse morphologique. Ils m'envoient les photos, alors je leur dis, bah, tu es à peu près comme ça, mais sur une photo, c'est dur à voir, il faut être en vrai. Mais pour avoir une vraie analyse, c'est ta conscience, toi, le miroir et la comparaison avec les autres. On est court ou on est long en fonction des autres. Hein. Donc après, on fait une moyenne et on essaye de se situer sur une moyenne. Hein. C'est de la statistique. Donc après, tu vois quels accidents arrivent à qui, tu vois, et pourquoi. Là, après, c'est un ensemble. Mais souvent, les mecs, ils apprennent par cœur, puis ils sont peut-être pas capables, ça c'est l'expérience, de voir, alors moi c'est un plus, hein, d'appliquer ça dans la vraie vie. Tu vois, c'est comme tu as le code de la route, et puis tu as conduire. C'est pas parce que tu connais parfaitement le code de la route que tu seras capable de conduire. Oui, mais normalement, c'est à ça que sert un coach. Mais normalement, ça aide. Après, tu as les gens qui ont besoin d'un coach. Moi, je n'ai pas besoin d'un coach. Moi, je suis un observateur, je suis dessinateur. Donc, moi, tu m'emmènes quelque part, j'observe, j'analyse et je fais en fonction de ce que je vois. Et puis, comme je ne suis pas un garçon hiérarchique et je ne suis pas un garçon, alors pas réellement inhibé, hein, j'ai certaines inhibitions à certains endroits, je m'autorise à prendre en compte ce que je regarde, ce que j'analyse, tu vois, et pas uniquement laisser ça au coach ou au bouquin. Les gens sont souvent inhibés, ils n'osent pas observer réellement par eux-mêmes, tu vois. Donc, ils vont sortir des trucs par cœur à des gars, et puis il faut du temps pour être capable de voir un longiligne, un breviline, un tibia Ce que court, j'allais dire, long, tu vois. ça m'a pris 3 ans. Ben oui. 3 dernières années, maintenant, je peux décortiquer une personne comme je veux. Et je l'apprends à mes élèves. Juste en le regardant. Hein? Tu vois, par exemple, Bruce Lee, breviline quand tu le vois. Bruce Lee a des jambes courtes. Ouais. Tu vois, Bruce Lee. Ouais, mais Bruce Lee, il a des bras longs. Tu vois. Exactement. Regarde. Parce qu'il faut passer par tellement de tests. J'ai des photos et des photos, à peu près une centaine de corps que j'analyse avec mes élèves lorsqu'ils font les formations. Et chacun est différent. Des fois, tu peux avoir un gars qui a une cage thoracique ample avec des bras longs. Tu peux avoir un gars qui a une cage thoracique ample avec un abdomen qui est long. Ouais. Il faut vraiment les décortiquer. Mais ça demande du temps. Mais tu peux le faire. Si je peux le faire, la plupart peuvent le faire. Il y a des personnes qui font que sauter aux yeux. Il y a des personnes qu'il faut que tu restes en train de le décortiquer. Ça prend de l'expérience, bien sûr. Tu sais, c'est comme l'histoire des tractions. Moi, j'ai mis du temps. C'est vers 45 ans que j'ai compris. Alors, moi, je fais une vidéo en expliquant que moi, les tractions, je ne peux pas les monter parce que j'ai les tractions, je ne peux pas les monter poitrine facilement. J'ai monté à l'aise, on gagne les concours à chaque fois là-dessus parce que j'ai une très bonne morphologie pour les tractions. Moi, je suis très fort en traction. Hier, je faisais encore 60 tractions. J'avais super augmenté là. Je suis content, tu vois. Série lourde plus traction légère. Mais moi, les tractions, je peux difficilement les monter à la poitrine. Je peux, mais après, j'engorge, c'est dur. Et je disais, j'ai des problèmes parce que j'ai des avant-bras longs. J'ai des avant-bras, ils sont longs. J'ai les humérus courts, ce qui me donne l'impression que j'ai des gros bras. Oh putain, t'as des bras quand je fais. Ben non, j'ai des bons bras, mais j'ai surtout des humérus courts. Puis un gros biceps, ok. Et c'est ce qui décide la taille du muscle, en quelque sorte. Il fait que la traction monte. Et puis là, il y a un gars qui vient, qui était un prof, qui n'était pas con, et qui s'oppose à moi et qui me dit non, c'est pas vrai, c'est une question de travail, c'est parce que tu ne travailles pas assez les rhomboïdes et les muscles qui rapprochent les omoplates. Et il y a des mouvements pour ça. Moi, je regarde ça, et je regarde, et moi, j'ai les omoplates qui ne bougent pas dans mon dos. J'ai des clavicules pas très larges, j'ai les omoplates qui ne bougent pas. Et quand on me dit ça, pour moi, c'était inconcevable parce que je voyais, tu sais, en Fredo-centré, tu vois, sur une morphologie de Fred, tu vois, et j'ai là, mais les omoplates, ça ne bouge pas. Et après, j'ai compris, mais oui, il y a des gens, ils ont des grandes clavicules, et quand ils descendent le mouvement, tu vois, ils ont les omoplates qui bougent, ils sont obligés de forcer au démarrage, mais par contre, quand ils arrivent en haut, il suffit qu'ils resserrent les omoplates et ils touchent facilement la poitrine. Alors que moi, je ne peux pas, mais ils sont déjà gros et les uns contre les autres. Et là, j'ai compris qu'il y avait plusieurs causes qui venaient de plusieurs morphologies. Il n'y avait pas que les avant-bras, il y a aussi le fait d'avoir des grandes clavicules, qui fait que si tu as des grandes clavicules et tu n'as pas les muscles du milieu du dos assez renforcés, tu ne monteras pas ta barre. Tu vois? Et ce n'est pas uniquement osseux, ça sera musculaire pour certaines personnes. Pour moi, ce n'est absolument pas musculaire. Pour moi, c'est juste une question d'avant-bras. Pour lui, il avait les avant-bras à la bonne taille, mais il avait une faiblesse des muscles du milieu du dos et des grands omoplates. Ça va souvent ensemble, tu vois, qui l'empêchait de monter sa barre. Donc, il fallait travailler les rhomboïdes et les milieux et le bas de trapèze. Alors que moi, pas la peine, moi, c'était morphologique. C'est marrant de le comprendre, tu vois.
J'ai compris qu'il y a plusieurs morphologies, plusieurs causes empêchent de monter. Je voudrais juste rajouter quelque chose rapidement. Est-ce que la taille, parce que je veux découvrir ça, est-ce que la taille de l'omoplate joue un très grand rôle dans tout ça? Parce que tu te rappelles, Oui. tu avais écrit la taille de l'omoplate petit et grand omoplate. Il y a des personnes qui ont des omoplates qui sont petits et des personnes qui ont des scapulas. C'est la même chose. Ça, c'est variable. Tu peux avoir des omoplates pas très gros, mais en général, quand tu es balèze, tu as des grands omoplates. Hein, tu vois, des omoplates. Ça, c'est un omoplate d'un mec balèze, il est costaud. Ouais. Il y en a même plus gros, tu vois. Ça, c'est un gros mec. Hein. Et aussi, la largeur des clavicules aussi décide la largeur de l'omoplate. Est-ce que tu pourras dire ça? Tu vois, là, une grosse attache, là, c'est l'attache du grand rond. Il y a des gens qui ont des petits omoplates. Alors, évidemment, s'ils ont des petits omoplates, ils ont de petits grands ronds, tu vois. Ils ont souvent, tu vois, puisqu'il n'y a pas une grosse attache pour les muscles. Exactement. Si ce n'est pas compensé par le grand dorsal, ça pose un problème. Tu vois, il y a des gars, ils font des tractions quasiment au grand rond. Ils ont tu vois, c'est le grand rond qui prend tout. Ils sont moins forts. Puis il y en a, ils ont un grand dorsal volumineux plus un gros grand rond, comme moi, tu vois. Moi, j'ai gros grand rond, gros grand dorsal et longue portion du triceps énorme. Donc, du coup, j'ai tous les muscles pour la traction de ce biceps. C'est-à-dire qu'il n'en manque pas un seul. Tu vois. Sauf que j'ai les grands avant-bras. Donc, ça m'empêche de monter poitrine. Mais alors, tout ce qui est ici, j'ai le moteur, il est surdimensionné. Mais il y a des gens, ils ont grand dorsal ou pas de grand rond, pas de dorsal, tu vois. Et ça joue énormément sur la performance et puis sur l'esthétique aussi, bien sûr. Hein. Mais c'est intéressant de le comprendre. Mais plus tu as un omoplate grand, plus tu mets des gros muscles. Alors, il peut être proportionné à ta taille, ou il peut être un peu plus proportionné, c'est-à-dire qu'il peut être de taille normale, mais tu peux avoir proportionnellement, c'est-à-dire par rapport à la moyenne des individus, tu peux être au-dessus de la moyenne dans la taille des omoplates. Ça arrive. Hein. Il y en a qui en ont des tout petits, il y en a qui en ont des gros. C'est quand même des muscles qui servent de support, des muscles et des os qui servent de support à des muscles. Tu vois, donc ça joue, bien sûr. C'est fou intéressant que tu es arrivé à décortiquer tout. Moi, dans ma carrière, ce qui m'a aidé le plus par rapport au développement musculaire, génétiquement, j'ai des clavicules qui sont très, très larges, des omoplates qui sont très, très mobiles. OK? Et je l'ai compris après. Je ne l'ai pas compris durant mon carrière. Parce que mon entraînement, certes, j'avais du savoir, mais pas au point où je suis en ce moment, parce que après la retraite, le but était de vraiment s'éduquer et de ne pas rester dans le domaine juste bodybuilding, parce que j'en avais marre. J'en avais fait pendant 18 ans, 19 ans en tant que professionnel. Donc, j'étais obligé de vraiment, il faut que je commence à apprendre d'autres choses. Mais les analyses morpho-anatomiques, tes bouquins arrivaient juste il y a 6 ans que j'ai commencé à vraiment faire attention à ça pour vraiment améliorer encore plus mon savoir et commencer à vraiment faire des tests avec tout le monde. Et ça m'a. Mais d'ailleurs, toi, regarde. Toi, tu avais grande clavicule, tu vois. Tu es plutôt longiligne, tu as des grands bras, toi. Ouais. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est grande clavicule, tu fais ton coucher. Tu as la clavicule, tu as l'omoplate qui sort du banc, qui tombe par terre. Comme tu as des grands bras, ça tire encore plus et tu t'arraches ton pec. Voilà. Tu vois, un classique. Un classique. Et Dorian Yates, il s'est arraché les biceps comment? Valgus prononcé. Et en plus, ah oui, voilà. Ah ouais, prise supination avec les rowing, parce que toutes ces prises étaient en supination. C'est pour ça qu'il avait le bas du grand dorsal très, très galbé. Incroyablement galbé. Et biceps courts, normalement, je crois. Et il avait des biceps courts. Avec le temps, bien sûr. En plus. Donc, biceps courts, donc valgus prononcé. Mais il ne le savait pas, parce que tu te rappelles, on avait partagé cette discussion. En général, le valgus. Oui, pas l'hyperextension, le valgus. Non, le valgus. Et il était encore plus exagéré parce que son dos était énorme. Il pouvait facilement prendre il ne pouvait pas faire ça. Il pouvait prendre en supination large. Exactement. Il pouvait, mais le problème, c'est que moi, lorsqu'il m'avait parlé de ça, je me rappelle comme aujourd'hui, 2005, lorsqu'il avait pris sa retraite, il était chez moi en train de parler, il m'a dit, il était en train de parler à Poulicoin, et je crois qu'on a déjà parlé de ça. Et Poulicoin lui a dit, et je crois que Poulicoin l'a appris de toi, il a appris de tes bouquins. Oui, c'était un fan, parce que il m'a montré. C'était un mec très, très doué. Hein, il m'a dit, je ne le savais pas. Il m'a dit, la raison pourquoi je me suis pété le biceps, c'est à cause de ça. Regarde la déviation de mon avant-bras, le radius, les cubitus, comment que ça sort. Il m'a dit, regarde, c'est un conflit anatomique que j'ai.
Et c'est pour ça que je me suis dit… Moi j'ai les avant-bras droits, je me le suis pété aussi. Hein. Ah, tu sais, mais c'est ça la chose que les gens ne comprennent pas. C'est que malgré que tu essayes de leur faire expliquer les choses, ils vont tout le temps… Et ça, je crois que c'est une question de sale habitude. Non, je vais continuer à le faire parce que je sais que c'est le poids lourd Non, qui faut est pas. de faire ça. Ça peut arriver même avec un poids moyen. Il y a des gens qui se sont fait péter les quadriceps, les biceps avec des poids légers parce que tu es dans un mauvais angle et tu as un conflit anatomique. Oui, Voilà. Ça pète. C'est ce qu'il faut dire. Personne ne t'oblige à faire du coucher comme on te dit de le faire. Exactement. Un mouvement propre et magnifique. Le squat aussi. Le bon mouvement, c'est celui qui te réussit. Tu vois, on s'en fout. Tu vois, tu fais le mouvement comme tu veux. Mais c'est pas ce moi, le coucher, c'est pas génial pour moi. Hein. Ça pour la plupart des gens, sauf si tu es un bencher avec une cage thoracique très ample et des bras courts, papa. Voilà. Moi, tu vois, par exemple, j'ai cage thoracique qui n'est pas mauvaise, épaules pas trop larges. Donc, normalement, je devrais être bon au coucher, mais mes grands avant-bras font que mes omoplates restent sur le… C'est pas très large. Donc, j'ai beau avoir les omoplates qui restent sur le banc, je descends, c'est bloqué et ça me tire trop sur les pecs. Alors, je me déchire pas les pecs, mais je m'abîme l'avant d'épaule. Et ben moi, tu as déchiré les pecs, des microfibrilles, moi, chez moi. Exactement. Ben, moi, pendant des années, la dernière fois que j'avais fait, je me rappelle comme aujourd'hui, la dernière fois que j'avais fait le coucher, 1994. Après, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai parlé à Patrick Nichols. Tu te rappelles de lui? C'est un culturiste Waba. Waba a pris IFBB. Il m'a dit, ses pecs étaient comme ça, énormes. Il m'a dit, tes pecs. Il m'a dit, regarde comme ça. Il m'a dit, arrête de faire le développé couché. T'as rien avec ça. Après, il dit, quoi? Il m'a dit, halter. OK, j'ai commencé à faire les haltères. Et bien, ma poitrine a explosé. Comme en 99. Et puis, tu n'avais plus mal. Et tu n'avais quasiment plus de douleur. Exactement. 99, je reviens parce que j'avais la haine. Je dis, je vais revenir au mouvement de base. Je ne vais pas toucher les machines convergentes. Je vais revenir au développé couché. Et devine quoi? Je me pète le pec. Il faut vachement les étirer. Mais quand tu les étires, tu abîmes l'avant de l'épaule. Exactement. Ça ne sert à rien. Tu essaies de faire comprendre ça aux gens. Si tu n'as pas la génétique, il n'y a rien. Tu n'as plus de pec, mais tu as la capsule articulaire qui est trop étirée à l'avant. Tu vois, c'est ça, c'est le problème. Il faut tout le temps jouer avec ça. Tu vois, après, il faut trouver l'angle. Alors, peut-être que ce qui est bien, c'est comme dans une salle où j'étais. En stop and go, tu vois, avec une barre, avec un blocage, comme les power. Un peu plus haut que ta cage, comme si tu avais une grosse cage de power. Dans une salle où j'étais, il y avait deux mecs. Un ami à moi, très fort comme un bœuf. 160 au coucher, naturel. Il faisait 0 pec. Un autre gars, 100 kilos au coucher, 100 kilos. Il avait des pecs énormes. 100 kilos. Il faisait ça en série de 20. Donc vraiment, ça dépend de la génétique et de la morphologie. Si tu n'as pas la morphologie, ça ne sert à rien de faire un mouvement qui n'est pas adapté à toi, quoi, de toute façon. Moi, j'en ai connu des comme ça. Je connaissais Denis Andala, qui était avec moi en power. Alors, il avait un bon coucher, mais il était limité. Mais lui, son coucher, c'était en épaule. Et à chaque fois, il développait devant 100 kilos facile. Il prenait son coucher, c'était les épaules qui prenaient tout. Sur le développé couché, pas beaucoup les pecs, tu vois. C'était marrant, hein. Moi, c'est pareil. La plupart du temps… Quand je fais du coucher, je prends tout dans les épaules. Et la plupart du temps, parce que beaucoup de personnes qui s'entraînent, ils n'ont pas encore compris l'isolation, en quelque sorte, recruter les fibres des faisceaux claviculaires. Et il y a toujours ce mouvement. Et ce mouvement, il est, comme tu le sais, Fred, c'est que les mauvaises habitudes, ça prend du temps pour les perdre. Les gens qui commencent à s'entraîner, par exemple, je suis en train de parler de Nick Walker, j'ai fait son étude de physique il y a 2 semaines, et Nick Walker, tu as ses bras, mais énormes, il va jamais avoir des pecs. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait commencé à s'entraîner, il prenait tout dans les bras, il ne savait pas comment isoler. C'est pour ça que son dos va toujours souffrir et ses pecs vont toujours souffrir. Parce que lorsqu'il commence à s'entraîner, que ce soit tiré ou poussé, ses bras vont tout prendre. Parce qu'il ne sait pas comment isoler. La différence entre ça, très dur d'isoler. Et ça, mais
Certes, c'est très dur d'isoler, mais si tu comprends le concept à un jeune âge, tu peux le faire. C'est ce qui m'a aidé le plus. J'ai mis 6 mois à réisoler le faisceau claviculaire. Mais tu peux le réapprendre, tu peux le faire. C'est nerveux, c'est de faire des connexions nerveuses. Exactement, et ça se cultive. Ça se cultive, tu peux le faire. Donc, toutes ces personnes qui sont en train de faire le coucher avec les bras qui vont en avant, oubliez. Et j'arrêtais pas de le dire, j'ai fait une vidéo, arrêtez de faire le coucher. Maintenant, tout le monde commençait à m'attaquer, les hardcore, les personnes. Et devinez quoi? Même des youtubeurs, hein, c'était marrant. Et un an après, tous ces youtubeurs, certains, je ne vais pas mentionner les noms, ils ont commencé à faire des vidéos. Ne faites pas les développés couchés, faites les haltères. Il y a un an, tu étais en train de me critiquer, maintenant tu fais une vidéo de ne pas le faire. Et c'est ça le problème qu'on a à la fin de la journée. Un coach doit toujours continuer à s'éduquer. Il n'y a pas de mal à ça. D'après toi. Mais je pense qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent rester dans leur comment te dire, c'est aussi leur argument commercial de dire ma méthode. Tu vois, donc ils restent sur leur méthode parce que ça fait aussi vendre. J'ai remarqué ça. Donc du coup, ils n'évoluent pas parce qu'ils sont toujours à vendre leur méthode. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On appelle ça l'insécurité. C'est une insécurité. Ils sont insécures parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas dire que je ne connais pas. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vous dis quelque chose. Moi, je fais des formations avec des coachs que je coach tout le temps. Lorsqu'ils me posent des questions, il y a beaucoup d'interactions. Lorsqu'ils me disent, Diamo, comment tu fais ça et ça, je dis, vous faites ça, mais je ne suis pas sûr. Je reviens. Je vous trouverai la réponse. On n'est pas tous nés avec tout le savoir dans le monde. Le savoir s'apprend. Regardez Lavier. À chaque année, chaque 2 ans, il ressort un bouquin. Il a découvert de plus en plus plus de choses à travers ces bouquins. C'est comme ça qu'on est un crack. Il y a un truc pour progresser dans le savoir. Le problème du body, alors, le body c'est large, hein. Quand tu commences, tu peux apprendre beaucoup de choses. Le problème du body, comme tout univers, il est limité. Donc le savoir que tu vas avoir sur le body, tu vas aller dans le body, tu vas être limité. Le problème, c'est que tu vas augmenter le savoir du body, c'est-à-dire du savoir global du body, en allant chercher de l'enseignement ailleurs que dans le body, que tu vas ramener dans le body. Par exemple, là, moi, je me suis intéressé au bras de fer. Je m'intéresse au bras de fer. Je trouve que c'est sympa, c'est un peu à la mode. On voit l'Arat qui fait des compètes, on voit comment il s'entraîne. Et je regarde Big Boy, l'Arat, un autre, comment il s'appelle, un russe, et puis un autre géorgien. Je regarde leur entraînement, c'est sympa. Et puis un autre américain, comment il s'appelle, le vieux là, qui était dans Over the Top. Il était jeune dans Over the Top. Je ne sais pas si le nom. Je me rappelle, je crois que je me parle avec Sylvester Stallone. Ouais, je me rappelle de lui. Voilà, c'était un petit jeune à l'époque, mais on l'a pas vu. Il était après champion du monde tout le temps. Mais Stallone avait pris les meilleurs du bras de fer. Alors, le bras de fer, ça peut paraître ridicule comme mouvement, puisque si on s'affronte sur une table, on essaye de faire tomber, c'est très technique. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement le mouvement du bras, c'est tout le corps qui travaille, tu te balances sur le côté. C'est un truc de dingo avec des chocs dans les bras extrêmement dangereux qui font que les mecs se retrouvent souvent, alors quand ils ne connaissent pas, ou bien avec des fractures très dangereuses de l'humérus, avec rupture des nerfs qui sont derrière et tout. C'est une catastrophe. Donc, je me suis intéressé à ça et je me suis intéressé à leur entraînement. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait, j'avais traité un petit peu, pas beaucoup, une grande faiblesse chez les bodybuilders de l'entraînement des pronateurs, donc les muscles qui font la rotation de l'humérus sur l'ulna, sur le cubitus. Ulna, c'est ça, c'est l'ancien nom. Moi, je suis vieux. Ou les muscles supinateurs. Alors, c'est principalement les muscles pronateurs qu'on va travailler en bras de fer, mais on fait aussi les supinateurs. Ça permet de mettre en domination l'autre. Donc, c'est des muscles qui sont très importants à travailler, mais on ne les travaille pas en musculation. Alors que c'est des muscles qui sont fondamentaux pour éviter d'avoir des blessures et pour prendre avec beaucoup plus de sécurité les haltères, tu vois, les disques et les charges. Et à ce moment-là, tu vas être tellement sûr sur tes bras que tes perfs vont augmenter. Tu fais un biceps, quand tu fais le biceps, tu n'as pas en lourd, tu n'as pas le poignet qui va partir vers l'extérieur comme un con embarqué. Tu vois, tu vas vraiment être dans un axe impeccable puisque tu auras tes supinateurs, qui sont le court supinateur qui est ici et le rond pronateur qui est ici, le rond pronateur, donc le rond pronateur, travailler muscle carré, mais c'est un petit steak quand même qui est qui est ici, carré, qui ramène. Et ici, tu as
le rond pronateur qui est un gros steak, mais qui est en profondeur que tu ne vois pas, il est là, il doit être assez gros quand même chez moi. Ça ne se voit pas, mais il est bien. J'ai épaissi, tu vois, j'ai épaissi l'entrée ici. Et ça te permet de prendre beaucoup plus lourd, par exemple, biceps. Tu vois, et plus encore, ça évite tous les mouvements du bras, c'est-à-dire toutes les dissociations entre radius, ulna, tu vois, par la tonicité de ces muscles, qui vont générer des pathologies au niveau des avant-bras et des douleurs. Parce qu'il va y avoir des mouvements à cet endroit-là, hein, partout, parce qu'ici, normalement, il y a une membrane, ça va étirer la membrane, étirer tout, et tous les petits ligaments là vont s'étirer autour, et ça va générer des douleurs qui sont souvent insupportables et qui limitent la progression des gens, des bodybuilders comme des sportifs. Et en fin de compte, en faisant les mouvements de bras de ferriste, d'entraînement de bras de ferriste, tu te trouves avec une poigne, un mouvement bien plus sûr, tu vois, ça ne passe pas à droite à gauche, tu te fais beaucoup moins de douleur, tu as beaucoup moins de douleur aux avant-bras, et d'un seul coup, tes barres augmentent. Tu vois. Et ça, personne en bodybuilding te le disait. Pourquoi? Parce qu'on reste dans le bodybuilding. Alors que les mecs du bras de fer avaient réfléchi pour le bras de fer, pour leur performance, et l'entraînement qu'ils ont créé pour le bras de fer est un entraînement que tu peux ramener dans le bodybuilding pour prendre plus lourd, en permettant, par exemple, d'avoir une attache des avant-bras plus épaisse qui donne l'impression que ton articulation du coude est plus large, et c'est plus esthétique, ça fait comme une statue, tu vois. Ça ne fait pas le gars qui est musclé, mais avec un corps frêle en dessous, tu vois, un corps de lâche, comme ils disent. Un corps de lâche stéroïdé. Ça fait, on dirait que le mec, il est génétiquement balèze, alors qu'en réalité, il a travaillé les rotateurs. Mais tu sais pourquoi c'est négligé? Mais tu sais pourquoi c'est négligé? Parce que la plupart des culturistes, lorsqu'ils travaillent leurs biceps, automatiquement, ils pensent à mes avant-bras sont en train de travailler. J'étais cette personne. La dernière fois que j'ai entraîné mes avant-bras, sérieusement, 1987, mes avant-bras, toute la masse que j'ai eue dans les avant-bras, c'est à cause des mouvements de rowing. Les mouvements de rowing que je soulevais lourd et les mouvements de tirage m'ont donné les avant-bras que j'avais durant ma carrière. Parce que lorsque je les regardais, je suis gros, symétriquement parfait par rapport au biceps. Ce qui m'amène à la prochaine chose. Compagnon d'entraînement, Denis Coupry. Des avant-bras plus gros que ses biceps. Tu vois le mec, il a des biceps. Hein. Il était galbé. Mais son avant-bras, lorsqu'il commence à faire les biceps, sérieusement, hein, ses avant-bras abandonnent avant que le biceps arrive à l'échec. Ils étaient énormes. Énormes. Il était dans l'armée et bras de fer. Incroyable. Incroyable. C'est fou que lorsque tu fais attention à chaque détail, et c'est ce que j'apprends à tout le monde chez moi, tous les coachs, je leur dis, analysez, regardez leur comportement, regardez comment ils sont en train de pousser, tirer, l'isolation, comment ils sont en train de remonter l'épaule, comment ils sont en train de pousser, comment ils sont en train de bouger le coude. Tout le monde me dit, j'arrive pas vraiment à isoler mon grand dorsal. C'est parce que tu tires avec ton bras, tu remontes, lorsque tu tires, tu remontes ton épaule. Reste sur l'angle de travail. Et beaucoup de personnes, la plupart d'ailleurs, n'arrivent pas à le faire. Et il y a des pros qui le font. Les plus mauvais entraîneurs, c'est les professionnels. Et il y a un vrai problème. Tu sais, il y a un vrai. Non, je sais pas. Mais par contre, il y a un vrai problème sur le dorsal. Oui. Le dorsal, c'est un muscle qui, chez certaines personnes, un peu comme les mollets, tu vois, est quasiment impossible à développer. Et il y a une cause nerveuse. Souvent, c'est un muscle qui a peu. Alors, c'est un muscle qui a peu d'innervation, je crois, en comparaison, tu vois, et même sensitive, je crois. Alors, c'est pas la peau, c'est le grand dorsal, je crois. Et ça pose un problème. C'était Gandhi allait chercher des études dessus, et ce qui fait que beaucoup de gens ont du mal à localiser sur le grand dorsal, tu vois. Alors pourtant, c'est un muscle qui est utile, mais c'est un muscle qui devient de moins en moins utile. C'était un muscle qui était utile pour la locomotion quadrupède. Il ramène la patte avant, tu vois, quand tu te déplaces à quatre pattes. Et il était utile pour la locomotion dans les arbres, chez nos ancêtres, monter un arbre, fuir un prédateur.
Et maintenant, il n'a plus trop d'utilité. Tu vois, il en a encore, il maintient, mais c'est plus un muscle de statique. Tu vois, et on monte moins dans les arbres depuis, allez, 200 000 ans, 300 000 ans. Tu vois, peut-être 500 000, 600 000, même plus. Puis 1 million, depuis qu'on est bipède, on va dire, on a continué à monter dans les arbres quand on est australopithèque, et après on a arrêté. Donc c'est un muscle qui a perdu progressivement de sa fonction motrice, tu vois. Alors que, par exemple, les pecs ont continué à maintenir une fonction motrice très importante dans les percussions, dans le maintien, par exemple, maintien des bébés, percussion, mais c'est surtout une percussion, et c'est surtout lancer. On était des chasseurs-cueilleurs, un chasseur de par jet. On était le seul animal à tuer, je dis bien à tuer, à distance par jet. Donc ça, le grand pectoral, c'est un muscle qui a continué à avoir une fonction motrice très importante. Le grand dorsal en a dans une fonction de maintien, de statique, mais il a quand même perdu pas mal de fonctions, tu vois. Alors, chez certaines personnes, il reste puissant. Regarde, moi, j'ai très puissants dorsaux. Tu vois, Kay Green a des énormes dorsaux. Mais il y a pas mal de gens qui ont du mal à localiser dessus et à les utiliser. Tu vois, il y a regarde, comment il s'appelle, Stridom. Il avait beau entraîner son corps, il n'arrivait pas à sortir un grand dorsal. Mais c'est sa morphologie aussi. Il avait un torse qui était très, très lent et son grand dorsal était haut et perché. Et tu sais aussi, regarde ses bras. Il avait des bras énormes. Il prenait tout dans les bras. Il n'avait pas encore compris que les prises supination unilatérales, c'était les mouvements à faire pour développer son grand dorsal. C'est tout. La question que j'ai pour tout le monde, quel est le bodybuilder qui avait le plus gros, jusqu'à maintenant, le plus gros grand dorsal dans le business? Qui? Il y en a un, je l'ai vu en photo. Il était énorme, il tombait. C'est Dorian qui a eu le plus gros. Il y avait un black qui en avait encore plus gros qui pendait par-dessous. Je me souviens ça, c'est Joel Stubbs. Voilà. Joel Stubbs. D'après toi, pourquoi ils ont des grandes supinations? Ils supinent. Ouais, et puis aussi, le fait d'avoir un buste court donne l'impression d'avoir le dos très rempli très vite. Très rempli très vite, mais c'est les prises supination unilatérales. Tu veux avoir, c'est parce que regarde, tu pivotes, supines, boum, tu es dedans. Et tu sais, la plupart des gens, Frédéric, la plupart des gens pensent que le tirage polyvertical, c'est ce qui va travailler leur grande dorsale. Alors que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Même dans les machines, tu vois, dans les machines que tu vois avec les dessins. Tirage polyvertical, ils mettent le grand dorsal. Alors que tu sais très bien que c'est plus le petit rang, le grand rang. Tu me dis, hein, tu es l'expert. Certes, il travaille, mais pas au point. En polyvertical? Polyvertical. Ça dépend des gens. C'est vraiment très variable parce que moi, je prends. Moi, mon grand dorsal, il gonfle. Je fais n'importe quoi, il gonfle. Tout de suite, il est complètement gonflé. Ça dépend des gens, tu vois. Certes, mais ça dépend des gens par rapport à quoi? Par rapport à l'isolation et par rapport au travail, au mouvement du coude, ce que j'ai appris. Il y a une différence entre faire un tirage comme ça et un tirage comme ça. Ouais, ce qui est pas mal, c'est de les faire en unilatéral. Il y a un truc qui est bien, et c'est ce que j'utilise, moi, c'est ce que j'ai mis sur ma machine, la machine que j'ai fabriquée, la Larrock, hein, des poulies rotatives avec des poignées en bas, tu vois, des poignées pour se tenir. C'est-à-dire que tu prends là et tu viens tirer et tirer vers l'arrière. Avec le balancement, un balancement à l'arrière. La fin du mouvement, voilà. Exactement. Ça, c'est bien. Alors, j'ai fait ces machines pour bien localiser sur le grand dorsal. Alors, moi, ce n'est pas une question de volume, tu vois, c'est vraiment une question d'isolation. Alors, tu peux les prendre par deux, c'est très agréable puisque tu as un mouvement des poignets, c'est assez physiologique. Le mouvement, il est coulé, tu vois, tu n'as pas de blocage, tu sens que tu es bien. Alors, faut laisser à César ce qui appartient à César. C'est une machine qui avait déjà été conçue par Nautilus. Nautilus, c'est les premiers à avoir intégré les poignées rotatives dans les machines à dorsaux et les tirages horizontaux, tu vois. Donc, c'est pour ça que je les ai repris, puis j'ai rajouté les élastiques, tu vois, pour pouvoir forcer encore plus à la fin dessus. Mais c'est vrai que le fait d'avoir la rotation, d'avoir une rotule et d'avoir une poignée qui tourne avec des attaches en bas quand tu as lourd pour te maintenir et en même temps tirer, c'est excellent, tu vois. Ça permet de bien localiser. Mais c'est vertical ou c'est horizontal? C'est vertical. Alors, moi, j'en ai une verticale et j'en ai une horizontale. Ok. J'en ai fait mais le guidon, là, si vous appelez le guidon, il bouge avec toi ou il est stable? Il est stable. Par contre, la poignée bouge. Donc, ok, je comprends, ouais. Ok, cool.
tu vois, l'avantage, c'est d'avoir une poignée. Les poignées fixes, c'est pas mal. Moi, j'aime bien en faire, puisque c'est ce qu'on te demande en concours de traction, c'est du fixe. Mais si tu veux vraiment localiser, c'est le dorsal. Et moi, j'avais pris cette machine. Pourquoi? Parce que j'avais fait cette machine. J'avais acheté d'abord cette machine en Nautilus. Pourquoi? Parce que moi, je faisais des concours de traction. Donc, je voulais frimer un peu et avoir des places. J'ai déjà été premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, j'ai fait des très bonnes performances en étant le plus lourd et le plus vieux. J'étais content avec souvent des premiers. Hein. Donc, on a beau me critiquer. Je te voyais, tu sais pourquoi je suis en train de rigoler? Parce que je te voyais dans les salons. Les tractions, Frédéric, il est toujours là-bas. Tu l'as jamais vu là-bas, Dorian? Surtout les mecs qui regardaient comme ça. Ils n'en venaient pas, les gens, ils sont estomaqués. Et les mecs, ils croient que je viens en amateur, mais je ne viens pas du tout en amateur. C'est-à-dire que j'arrive avec un look de vieux, un t-shirt, un jean. Ouais. Dans ma poche, j'ai de la magnésie, comme les vrais pros qui vont, on l'a en douce, tu vois, parce qu'ils vont faire, c'est comme dans Over the Top, les mecs, ils vont faire les concours dans les bars, mais c'est le meilleur concours dans les bars. Les mecs, ils croient qu'ils vont rentrer comme ça. Mais non, c'est les mecs qui sont déjà programmés pour ces concours. Ils savent exactement à peu près les mouvements que tu vas faire. Et moi, j'avais ma petite magnésie liquide en douce, comme ont les autres. Et puis, j'avais tout mon entraînement fait pour combattre mes points faibles qui sont la fin du mouvement. Tu vois, donc je m'étais acheté la Nautilus. Je m'achète quand même une machine pour les compètes, tu vois, qui me permet de terminer le mouvement du grand dorsal en descendant très bas le coude. Machine que j'ai refaite en l'améliorant chez Elaroc, parce que moi, mon plaisir, c'est de faire des machines pour moi, tu vois. Les machines, j'essaye de faire les meilleures machines. Donc, j'achète les autres et après, je le fais en mieux. Tu vois, on va pas… C'est dur d'inventer. Hein. Donc, on prend ce qu'il y a à droite, à gauche, et on compacte et on essaye de le faire mieux. Donc, je m'étais fait ça. Et puis, donc, quand j'arrive au concours, je m'étais déjà habitué sur ma machine Nautilus qui était à la maison à faire ma fin de mouvement, ce qui fait que j'arrivais à taper quand même relativement haut les tractions et à me taper des places, tu vois. Combien de tractions tu peux faire maintenant? Alors, je pense que des moches, j'en fais 70. Non, des bonnes tractions. Mais des belles tractions, je pense que je suis à 30. C'est-à-dire la claque, taper, monter, taper, monter. Mais arrête, claque. Et tu pratiques chaque semaine? Ouais. Et là, j'ai progressé parce que j'ai mon rack, la rock qui est arrivé avec une meilleure barre de traction assez un peu large et bien stable. Et plus, j'ai tous mes poids. Donc, j'arrive à me lester. Tu vois, j'ai du bon matos. Et du coup, je suis monté là. Ça va. Alors, je ne suis pas remonté super lourd puisque j'arrive à faire 2-3 reps à 50 kg en traction. Tu vois, mais j'en ai fait, tu vois, hier, j'en ai fait 7 à 45 et je peux passer 12 à 40. Tu vois, mais pas des super, mais bien quand même. Autrement, super. Je passe de la belle traction à 10, 15, ça varie de à 30 kg. Et Dorian, tu fais des tractions ou tu ne fais pas de traction? Moi, je ne peux pas faire de traction, je n'ai pas la morphologie pour. Et oui, il n'arrive pas. Donc, c'est un travail que je fais depuis maintenant 1 an, 2 ans. Je me résigne à arrêter de faire des mouvements que j'aime bien. Alors, étant grand fan de Dorian, je ne fais plus de développer incliné barre. Je ne fais plus de rowing. Il faut se… C'est difficile. Tu t'entraînes intelligemment par rapport à ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. La même chose avec moi. La raison pour laquelle j'ai posé ces questions, c'est parce que les tractions, j'étais un expert. Je suis toujours un expert dans les tractions. Mais la dernière fois que j'avais fait des tractions, il y a 5 ans ou 6 ans. Parce que je ne vois pas, sauf c'est comme Fred qui adore les faire. Si tu adores les faire, tu les fais. Mais ça m'explose du temps. Il gonfle. Ouais, c'est ce que tu adores parce que Fred, ce que les gens n'ont pas encore compris, que moi, je te comprends en tant que personne parce que tu es tellement passionné par ton travail et tu es toujours dans cette routine de faire ton soulevé terre à 3 heures du matin, faire tes tractions lestées et continuer à travailler avec les choses que tu es en train de faire. Ça, c'est Fred. Comme exemple, les gens peut-être qui t'ont vu dans les salons, la plupart ils ont dit ça, les petits mômes. C'est qui ce vieux qui essaie de venir ici? Attends, on va voir ce qu'il va faire. Et tout d'un coup, tu fais 20 à 30, je ne sais pas combien de tractions, mais ils savent pas. À 30. Ouais, ils ne savent pas aussi que de la vie. Attends. Je joue le jeu, ça marre. Je sais. Mais attends, il ne sait pas aussi que de la vie, c'est à cause de lui que tous les coachs internationaux sont en train d'évoluer. J'ai vu ton post, Milos Sarchev, lorsqu'il t'a reconnu, il a commencé à flipper.
Ah, c'est toi le mec qui a écrit ces bouquins et tout, tout. Et ça montre que même des professionnels dans le business, comme Milos, que je trouve très, très intelligent, mais comme la plupart, il dit des fois des conneries, mais ça reste, personne n'est parfait. Même moi, je ne suis pas parfait. Et ce qui me ramène à la prochaine question, parler des coachs dans le business, parce que je veux vraiment, vraiment parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont en train de nous regarder en ce moment. Ils veulent apprendre d'après vous. Et ça, c'est une question à vous deux. Hein. Pourquoi ces coachs, pas tous bien sûr, comme ça les gens ne vont pas, certains coachs ne vont pas le prendre du mauvais côté, n'arrivent pas à vraiment s'éduquer et continuer à apprendre. Pourquoi d'après vous? Pour moi, quand je suis beaucoup l'actualité du body en général, je pense qu'ils ont tendance à rester sur leur acquis, en fait. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas non plus la vision et la compréhension de ce que représente l'entraînement morpho-anatomique et ce que tu peux en tirer, le potentiel. Peut-être que pour eux, c'est un peu plus simple de se dire, bon, bah, je fais un peu de chimie en plus, bon, c'est un peu plus facile, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est toujours la facilité. Enfin, moi, ce que je trouve, par exemple, si on prend Milos, j'ai un peu parlé avec lui, c'est un mec brillant, c'est-à-dire d'un point de vue médical, vraiment, c'est une Bible. Je ne dis pas qu'il sait tout ou il a raison sur tout, je dis c'est une Bible. Par contre, en termes d'entraînement, on voit pertinent, enfin, quand tu as un peu de connaissances, tu vois qu'il fait faire des mouvements à des gars qui sont, c'est pas adapté. Alors, son système de superset, c'est cool. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais sur la morpho-anatomie, il y a des trucs qu'il fait faire enfin, le mec, il n'est pas fait pour. Enfin, ça se voit, je veux dire, quand tu as ouvert un peu le bouquin de Delavier où tu as un peu travaillé, bon, bah, et en plus, je trouve ça dommage. Parce que c'est là où je me dis, si les mecs de ce niveau-là avaient une réflexion plus intelligente sur le travail morpho-anatomique, peut-être que les mecs sortiraient des physiques encore plus violents, quoi. Tu vois, plus de séparation musculaire, plus de fibres. Et je pense que… Moins de points faibles. Voilà. Et je pense aussi pour ça que… Bravo. Voilà, aussi. Mais je pense aussi que, par exemple, Dorian, il a été un peu un pionnier là-dessus, parce qu'il… Alors, sauf sur les bras, peut-être, ou sur certains mouvements, comme on a dit, mais si tu regardes bien, il a vraiment choisi que des mouvements qui étaient adaptés à sa morphologie aussi. D'où son physique extrême. En tout cas, pour moi, je trouve que… Par exemple, il a laissé tomber le squat, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, je veux dire que… Il a compris. Il a compris. Oui, mais voilà. Et il a changé, et surtout l'efficacité du mouvement. Souvent, ce que je retrouve, par exemple, dans mes coachings où les gens, quand je discute avec eux, ils font des mouvements, ils me disent « Ah, ce mouvement est top ». Je dis « Ok, très bien. Combien tu as congestionné à l'entraînement ?» Le mec, il me dit « Ah, j'ai congestionné tant ». Je dis « Normalement, un mouvement qui est vraiment adapté à ta morphologie, tu exploses. Ton muscle doit doubler. Tu dois… Je veux dire, le résultat, les gens se contentent souvent d'un résultat assez faible en réalité par rapport au résultat. Moi, quand je fais un mouvement qui est vraiment adapté à ma morphologie, j'ai mon bras qui prend 1 centimètre. Tu vois ce que je veux dire? Le résultat se voit immédiatement. Tu fais une série, avant ta série et après ta série, tu vois déjà que le muscle, il est plein, ça sort. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, et Frédéric, d'après toi, pourquoi? Pourquoi les types, ils sont pas performants? Ils continuent. Les coachs, pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre l'importance des choses que tu es en train de faire et commencer à vraiment prendre tout ça en considération pour qu'ils puissent devenir encore meilleurs dans le business de coaching. Il y en a de plus en plus qui adaptent l'entraînement à la morphologie. Ça commence à venir. Le problème, c'est que c'est très, très long. Quand tu as… D'abord, j'étais le premier à l'avoir vulgarisé, à avoir fait des grosses recherches dessus. Par exemple, Marc Bouillon, on parlait un peu, des fois, qui était mon entraîneur, qui est mort début du mois de ce mois de janvier, hein, je crois, ou qui est mort il y a 2 semaines, quoi. C'est pas le gars qui était en haltérophilie ou quelque chose. Tout le monde parlait de lui. C'est Marc Bouillot. Et Marc Bouillot l'avait déjà intégré, mais d'une façon assez simple, succincte. Mais
il en avait déjà parlé en powerlifting, puisque le powerlifting, c'est très important, la morphologie, pour baser les entraînements, puisque où on fait du sumo, où on fait du classique en fonction de sa morphologie, et on calcule tout le temps dans un championnat en voyant les mecs, tu vois, parce que c'est un 3 mouvements. Est-ce qu'on va tout donner dans le squat ou le soulevé de terre, ou est-ce qu'on en garde un peu, ou est-ce que le mec, est-ce qu'on peut se garder un peu pour le coucher et le soulevé de terre, ou est-ce qu'il faut tout donner au squat parce que le mec il est longiligne et il risque de nous en foutre plein la gueule au soulevé de terre. Donc déjà quand tu vois que le mec il est long, tu te dis il va me foutre un gros soulevé de terre, tu vois. Donc tu fais la compète avec lui et tu essayes dans ce cas-là de forcer encore plus au squat pour éviter de te faire prendre des points au soulevé de terre, tu vois. Alors que le mec du soulevé de terre, il sait que le mec qui a un gros squat, tu vois, il ne sera pas bon au soulevé de terre. Donc, il peut faire son calcul inverse en disant bon, bah, mon squat, je m'en fous, je vais tout donner au soulevé de terre pour lui mettre 40 kilos dans la vue au soulevé de terre, alors que j'en ai perdu 25 ou 30 au squat. Donc, on observe les morphologies, on travaille en fonction des morphologies aussi pour avoir les meilleures barres, parce que bras long, bras court, ça, on le savait déjà. Donc, ça, c'était lui qui m'avait apporté ça, Marc. Tu vois, et c'était donc ce savoir, je l'ai eu en partie. C'est-à-dire que c'est lui qui m'avait ouvert les yeux là-dessus, même si lui n'en avait pas fait la base de son entraînement. Lui, il avait fait son entraînement, c'était les programmations. C'était le roi de la programmation. Comment faire progresser un gars sans l'épuiser pour qu'il arrive au jour J au meilleur niveau. Tu vois, donc en observant ce qui monte, il était très proche de ses athlètes. Quand le mec est fatigué, il le repose une semaine pour repartir après. Il avait une grande conscience du système nerveux et de la technique aussi, hein. Comment améliorer ton mouvement en fonction des… Donc déjà, moi, j'avais une base là-dessus. C'est lui qui m'a apporté cette base. Donc c'était un mec qui c'était le pionnier en powerlifting en France et le spécialiste de la programmation. C'est un peu comme les Russes sont spécialistes de la programmation. Alors pour venir au problème, je te dis, des coachs qui ne savent pas, c'est pas ça, c'est que l'information est mauvaise. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que quand l'information arrive, elle met un certain temps à devenir une évidence. Alors au début, on se fout de ta gueule. C'est le truc classique, hein. Au début, ça c'est vrai. C'est le truc dans tous les domaines. Tout le monde te le ressort, c'est la grande phrase. Quand tu arrives avec une nouvelle information, au début, on se fout de ta gueule et on dit que tu es une merde. Oh, pauvre type, minable, parce que tu changes les dogmes. Tu vois, et les gens, les hommes n'aiment pas avoir un changement de leur univers spirituel, dont on fait partie. L'être humain ne veut pas changer, c'est ça la chose. La religion pour l'autre, tu vois, on s'en fout. C'est pareil, on est tous fait pareil. Donc, il va commencer à rejeter méchamment ce que tu apportes, alors que tu apportes un truc nouveau. Tu te prends pour qui, pauvre type. La deuxième étape, c'est qu'on commence à dire « Ah, regarde ce qu'il fait, regarde, ça c'est intéressant, il faut le faire. » Tu vois. Et la troisième étape, c'est une évidence, on le sait depuis longtemps. Mais non, on ne le sait pas depuis longtemps. J'en ai eu des commentaires comme ça. Ouais. Les gens, tout d'un coup, ça fait longtemps qu'on fait ça. Tu devrais savoir que ça. Je dis, mais t'es gentil, je sais. Tu vois, c'est moi qui l'ai apporté. Toute personne qui dit ça ne le savait même pas. C'est pour se justifier et dire comme quoi qu'elle le savait alors qu'elle ne le connaissait pas, au lieu de dire « Oh, j'ai appris quelque chose. Oh, je savais ça il y a longtemps. » Ça m'est arrivé hier sur Instagram. Hier. Ah oui. Je l'avais publié. Oh, ça, c'est pas quelque chose de nouvelle. Lorsque je vois des commentaires comme ça, je regarde même pas. Je le supprime directement. Si je veux revenir sur ce que j'avais dit, on exécute le mec. Ouais, je supprime le commentaire. Je le bloque même pas, je le laisse. Je supprime son commentaire parce que je ne veux pas commencer les problèmes avec les autres personnes. Mais je ne veux pas sortir du sujet. Lorsque j'avais dit mauvaise information, la plupart des informations qu'on a sur le média social, c'est des mauvaises informations. C'est ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que la plupart des coachs sont déroutés envers… moi, je pense la raison pour laquelle la plupart des coachs deviennent de plus en plus incompétents dans le domaine, parce que leur l'idéal pour eux, c'est la plupart, c'est les physiques qu'ils sont en train de voir sur Instagram, les mecs dopés, les mecs stéroïdés, qui sont en train de faire des exercices. La plupart du temps, c'est des mauvais exercices. Ils pensent que la raison pour laquelle ces personnes sont comme ils sont, c'est parce que c'est à cause de cet exercice. En quelque sorte, c'est l'exercice qui décide le look qu'ils ont, alors que ce n'est pas le cas. Et la plupart sont comme ça. Hein.
Ah, tu as vu l'exercice qu'il est en train de faire. Peut-être. Moi, j'ai eu des coachs. La raison pour laquelle j'ai eu des coachs, lorsque on commence à faire des devoirs et je leur dis de commencer à établir leur routine par rapport au conflit anatomique, ils arrivent avec ces exercices. Et je leur dis, où est-ce que tu as appris cet exercice? Je l'ai vu sur Instagram. Je dis, ça, c'est un exercice qui défie les lois de la biomécanique. Ou bien qui n'est pas adapté à toi. Ça défie les lois de la biomécanique. Je dis, c'est fou, ça. C'est fou. Non, mais ça vient aussi des coachs un peu plus connus qui font un peu la loi sur l'entraînement. Il te dit, alors, pour toucher le dos, tu vas faire le mouvement comme ça, mais sauf que le mec, il précise pas tout ce qui vient après. Sauf que si tu as les clavicules étroites, le biceps court, le biceps long, les clavicules longues, bah, ça ne fait pas la même chose. En fait, ça, il ne précise pas. Il va te sortir une sorte de baratin un petit peu scientifique pour justifier son mouvement. Mais la vraie biomécanique, enfin tout ce qu'il faut derrière, personne n'en parle. Le mec, ils n'en parlent jamais. Sauf Frédéric, ce qui me ramène à la Oui, mais sauf Frédéric, mais je veux dire, ces coachs connus là, qui sont la référence sur Instagram. Voilà. Mais Fred, vas-y. Moi, il y a un truc qui m'amuse. Ouais. Et je vois tout de suite, souvent, les mecs passent des vidéos de moi, j'ai mis à l'entraînement, qui me suit rapidement, je fais. Et les mecs, ils disent putain, son mouvement, il est moche, regarde. Et oui, mon mouvement est laid, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me correspond. Il n'est pas beau, il est laid, mais sur moi, il a des résultats. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vais pas m'amuser à faire un mouvement. La grande mode, c'est oh, regarde, il a un mouvement parfait. Ouais, bon, il a un mouvement parfait, c'est bien, il fait du volume avec, c'est très bien. Mais le mouvement parfait, ce n'est pas celui qui est parfait à voir. C'est celui qui ne te blesse pas et qui te permet de prendre le volume que tu veux ou la force que tu veux dans le mouvement que tu veux. C'est tout. Je veux dire, arrête, quand tu vois s'entraîner ces espèces de mouvements sur ces machines, mais mon Dieu, il les fait pour sa morphologie et pour essayer de rattraper des points faibles. Tu vois, il va pas, c'est pas un mouvement, c'est un mouvement parfait pour gun deal. Il n'y a pas de mouvement parfait, il y a le mouvement qui te va ou pas. Alors évidemment, il y a des techniques à ne pas faire, ce que je mets dans mes bouquins, comme le mec qui s'arrache les biceps avec un valgus et qui va tout s'arracher, tu vois, ou comme le mec qui fait du leg extension avec un récurvatum, de genou, tu vois, qui monte jusqu'en haut et qui finit avec du déboîtage, tu vois, de genoux, un truc catastrophique, et les ligaments en l'air, tu vois. Ah oui, il est monté, il a fait son mouvement total. Ah oui, il aurait dû s'arrêter avant. Comme un mec, si tu as un récurvatum de genou et tu t'amuses à faire des presses à cuisse en montant tout en haut, tu vois, en étendant complètement les jambes, tu risques de te briser le genou. Alors qu'un mec comme moi qui a les genoux un peu fléchis, tu vois, légèrement fléchis, je peux mettre la barre, je peux mettre la presse chargée à fond et monter, faire un arrêt en haut, je ne sens rien. Tu vois. Alors qu'une petite minette hyper souple au niveau ligamentaire avec un récurvatum, c'est-à-dire tu sais, les jambes qui partent dans l'autre sens, tu sais, c'est connu. Tu lui fais faire de la presse et elle monte tout en haut, tu la vois, tu lui fais faire une presse en temps encore, la fille, elle va finir à l'hosto. Il faut faire vraiment très attention avec le mouvement parfait. Tu vois, on en connaît comme ça qui ouais, regarde mon mouvement, le mien il est parfait, regarde celui de la vie est débile. Je dis non, d'abord, et puis regarde-moi comme je progresse. Tu es obligé de dire non. Toi, tu progresses parce que tu augmentes les doses. C'est différent, tu vois. De la vie, il est vieux et naturel. Oui. Quand tu es vieux et naturel, tu ne vas pas espérer des progressions de mec chargé. Par contre, tu peux maintenir une bonne force et un bon volume qui est honorable pour ton âge, tu vois, et qui est correct, mais qui ne sera pas celui d'un gamin, d'un jeune de 30 ans, en pleine force de l'âge, qui force à fond, tu vois, même naturel. Mais tu peux garder quand même un bon volume avec une bonne génétique et être très fort très longtemps. Tu vois, j'ai connu, je me souviens d'un ami qui est mort maintenant à 92 ans. C'était un lanceur de poids, médaillé olympique. Le mec, c'était une force de la nature. Il a continué à s'entraîner très fort, très lourd, très longtemps. Tu vois, avec des fessiers monstrueux, des good morning, tout ça. Le mec était super fort. Tu vois. C'est ça la musculation. La musculation, c'est la longévité. Parce que toutes les personnes qui sont en train de te critiquer parce que regarde son volume, parce qu'ils sont jeunes ou chargés, ils n'ont pas encore compris le vrai sens de durer dans ce business. Le vrai sens de durer dans ce business, c'est être capable de garder un physique et s'entraîner
jusqu'à l'âge de 75 ans, 80 ans. Ce n'est pas juste à 25 ans, 30 ans, et après, dès que tu commences à gagner de l'âge parce que tu n'arrives pas à vraiment prendre tes doses de stéroïdes, tu commences à vraiment être partout. Et ce qui m'amène à la prochaine chose, j'aimerais parler de ton nouveau bouquin à la fin de ce podcast. C'est très important pour moi parce que je veux voir ce que tu as fait de différent. Mais j'aimerais te poser la question à la fin. Et ce qui me ramène à discuter de certains grands coachs mondiaux. Cette personne, c'est un super bon copain à moi. Je le connais personnellement. J'ai passé du temps avec lui. Et il est connu comme le premier gourou dans le business de l'entraînement des pros. Et ça, c'est bien sûr Charles Glass. Et j'aimerais avoir ton opinion sur Charles, sur ses exercices, les choses qu'il fait. Et après, je te parlerai de lui. Vas-y. Je ne connais pas beaucoup. Moi, je l'ai rencontré sur les salons. Je n'ai pas tellement suivi. Dorian connaît mieux Charles Glass. Tu t'es intéressé beaucoup plus à lui. Moi, je ne connais pas trop. Hein. Mais d'après ce que tu as vu, mais tu as vu déjà entraîner les gens, tu as vu des vidéos de lui, qu'est-ce que tu en penses lorsque tu vois ces exercices? Je n'ai pas tellement regardé les… Ah ouais, c'est vrai? Non. Moi, alors, il y a un truc qui est particulier chez moi, c'est que je regarde les vidéos, mais je vais souvent regarder l'entraînement sportif à côté pour aller chercher des trucs nouveaux, pour les remettre dans le body, tu vois. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse, tu vois. Là, je m'amuse à regarder les mecs qui font du MMA. J'avais fait un livre sur les performances, sur augmenter les… Moi, j'aime bien la musculation. Moi, j'aime bien la musculation pour le sport. Fonctionnel, voilà. Pour augmenter la performance, Gundy, il est plus pour augmenter le volume. Donc, je suis déjà moins attiré par le bodybuilding, même si j'aime bien, hein, mais je suis moins attiré par le bodybuilding, tu vois. Okay. Alors, j'étais étonné parce que je crois que Dorian avait dit dans le dernier podcast, je crois que tu avais dit que Charles Glass c'était moins un préparateur de produits chimiques. En tout cas, moi, de ce que je sais, voilà. Il fait surtout mais que plus un préparateur pour l'entraînement réel, tu vois, l'entraînement réel. Vas-y, parle-nous donne-nous ton opinion sur Charles Glass, Dorian. Vas-y. Moi, j'ai grandi avec Charles Glass. Enfin, grandi. Moi, je fais du body depuis 25 ans à peu près, donc j'ai suivi toutes les Battle of Olympia à l'époque. Après, j'ai eu des retours différents de personnes qui disaient le connaître. Certains disent qu'il entraînait les gens très lourds et que du coup, il y a des gens qui s'arrachaient pas mal les muscles. Bon, ce que je n'ai pas pu vraiment constater dans les vidéos. Après, je pense que c'est quelqu'un qui essaye vraiment de maximiser le physique de chacun avec des exercices vraiment particuliers. C'est quelqu'un de, quand même, si tu regardes bien, assez inventif quand même. Parce qu'il essaye vraiment de… Si tu regardes un peu les athlètes qu'il a préparés chaque année, il ne fait jamais les mêmes mouvements. Il essaye toujours de créer quelque chose de nouveau. Après, d'un point de vue biomécanique, après Gundy, parfois, il avait un peu un avis mitigé. Après, parfois. Mais je ne sais pas, c'est un peu difficile. Pour moi, je trouve qu'il a été un peu le… Comment te dire ? C'est vrai qu'il y a eu Delavier qui a écrit des livres, mais si tu regardes bien, Charles Glass, quand même, a été un des premiers un peu à innover ce côté, faire des exercices qui sortent de l'ordinaire, tu vois, pour des choses spéciales. Donc, après, je ne pense pas qu'il a été aussi loin que Delavier dans la connaissance ou l'exploitation de la morpho-anatomie. Néanmoins, sur le grand public, ça a été comme l'initiateur de se dire, bon, il n'y a pas que le développé couché, il n'y a pas que le squat, il n'y a pas que, voilà. Ça, par contre, il l'a initié quand même. Ça, c'est vrai. Après, je suis sur certains mouvements, c'est vrai qu'il y a des fois, si tu lis un peu les choses comme Delavier, tu sais que, bon, il fait faire des mouvements, parfois, c'est pas top. Tu pourrais optimiser un petit peu plus, je pense. Mais après, je pense qu'il est un peu dans son univers et qu'il est… Je ne sais pas, c'est un coach un peu à part aussi. C'est difficile de le… OK. Je vais vous parler de Charles. Vas-y, excuse-moi. Toi qui l'as connu, Jamo, toi, t'en penses quoi? Okay. Toi, tu l'as connu personnellement. Je le connais très bien. La discussion de Charles Glass comme coach,
elle va commencer ici et elle va s'arrêter ici, pour tout le monde qui sont en train de regarder. Charles Glass est comme de l'acier, très, très unique dans sa façon d'approcher les angles de travail. Il a toujours été créatif et c'est le premier coach des pros. C'est lui qui a commencé cette folie de gourou, de coach, des gens qui entraînent les professionnels. Ça a commencé avec Flex Wheeler. 99. Lorsque Charles Glass savait qu'il n'allait pas vraiment percer en tant que IFBB Pro parce que les années 80 ont été très, très dures avec Liane, Mike Christian, Momo Benaziza, il commençait à se focaliser sur entraîner les gens et se faire des sous. Charles Glass est un millionnaire. Charles Glass, c'est un coach qui va à Gold's Gym 7 jours sur 7 jusqu'à maintenant. Il l'a fait pendant 30 ans, de 4 heures du matin jusqu'à des fois 9 heures du soir. Chaque jour, il se fait un argent fou. Et c'est la personne la plus intelligente dans Gold's Gym. Parce qu'il les a entraînés tous, il les a utilisés tous. Tous les pros qu'il utilisait, il ne payait jamais. Parce que c'était son flagship. Voilà, c'est les mecs qui ne comprennent pas. Les gens qui ramenaient les autres personnes, il avait 2 entraîneurs avec lui qui entraînaient les autres personnes. Maintenant, son travail. C'est comme ça que les autres coachs font aujourd'hui. Quand ils ont des pros IFBB, c'est exactement le même principe aujourd'hui, mais les gens ne le savent pas. Exactement. Maintenant, ces entraînements étaient toujours basés sur des angles de travail, savoir comment utiliser la machine avec des angles très acceptables. Et à la fin de la journée, on revient à quoi avec là? Tu as dit quelque chose auparavant, la congestion. Charles Glass n'entraînait jamais les personnes très lourdes. Toute personne qui t'a dit ça, c'est un menteur. Ah oui, c'est ce qui me semblait, moi. Il n'entraîne pas les personnes lourdes. Lui, tous les Battle of Olympia, jamais lourd. Jamais. C'est quelqu'un qui utilise des angles de travail, séries dégressives, supersets, séries géantes. C'est ce qu'il fait tout le temps. Certes, ces angles et ces exercices sont uniques parce que peut-être certains il les a créés ou certains il les a copiés d'autres personnes, mais il a cette capacité de changer les angles et utiliser certains angles et ça marche. Pas tout le temps, parce que des fois, vous le voyez en train de faire des exercices du n'importe quoi. OK? Maintenant, pourquoi toutes ces personnes sont en train d'avoir tous ces résultats? C'est les stérols. Les stérols, lorsque tu consommes des stérols, tu fais n'importe quoi, tu vas répondre. Tu fais n'importe quoi, tu vas répondre. Certes, je ne dis pas que son travail il est juste basé sur les stérols. Non, je veux vraiment éclaircir ça. C'est un bon coach. La chose qu'il ne sait pas, je ne crois pas que Charles Glass a un bon savoir sur l'anatomie. Exactement. Il ne connaît pas la différence entre le grand dorsal, le petit rond, le grand rond. Il ne connaît pas ça trop. Il connaît une chose, il sait cibler certaines parties de corps, il sait comment positionner les coudes, les épaules. Il est super, super impeccable. Il y avait une vidéo que Nassim Sahili avait faite sur critiquer son travail. Vous pouvez la voir. Et Nassim, ne comprend pas Charles Glass. Charles Glass, c'est un maître. Mais comme nous tous, il a besoin encore plus de savoir. Si Charles Glass prend son savoir et prend les bouquins de Delavier, il va devenir encore meilleur. Mais il n'a rien à prouver, Charles Glass. Et c'est une personne super gentille. Et ça fait 32 ans que je le connais. Ça, c'est Charles Glass pour vous. À chaque fois que je venais ici, lorsque je faisais les compètes et je faisais des shoots, la première personne qui venait me voir, c'était Charles Glass. Jamo, j'adore ton physique. Jamo,
mais comment tu es fait? Merci, Charlie. Merci, super gentil. Super gentil. Il t'a conseillé des fois? Non, tu sais, ils savent qui conseiller. Moi, la chose que tout le monde savait, c'est que j'avais une belle ligne. Et ma ligne allait me faire gagner les compètes. Ce n'était pas la masse. Et la première fois que j'étais arrivé là-bas, j'étais à 103 kilos. Joe Valdez, peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas, qui était le coach la plupart des top pros comme Bob Paris, Henri Ledmeyer, Flex Wheeler, Paul Dillett, tout le monde. Eh ben, Joe Valdez était mon mentor et mon coach de posing. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, Jamo, ne joue pas leur jeu. Ne joue pas de leur jeu. Tu es beau. Tout ce que tu as à faire, c'est ça. Reste comme tu es et continue à gagner de la maturité. Améliore cette partie. C'était en 1995, 96. Il m'a vu en 1999 et un an après, il est mort. Il me voit et la première des choses qu'il me dit, je venais juste de péter mon pec, il me dit, Jamo, je n'aime plus ton physique. Et moi qui l'avais pris du mauvais côté, je dis, oh, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il était très important pour moi. Il m'a dit, tu es en train de jouer leur jeu et tu as gagné plus de masse. Il avait raison. J'étais à 110 kilos, mais ça a affecté mon physique. Et si j'ai à refaire tout du début. C'était les 110 kilos, c'était quand tu étais au Grand Prix? Ouais, au Grand Prix, ouais. C'est ça? Ouais. Ah, ok. Et si j'ai à refaire tout à zéro, je ferai ce qu'il m'avait dit de faire, parce que non seulement j'aurais gardé ce physique qui était impeccable, j'aurais amélioré les parties, parce qu'avec la maturité, ce que les gens ne comprennent pas, avec la maturité, ton physique, même si tu as 103, 104 kilos, mais tu es mature, et des années, tu apparaîtras à 110 kilos avec une belle ligne. Parce que ce qui va affecter, c'est le poids que tu gagnes. Plus le gars, lorsque tu as une belle ligne, le plus de poids tu gagnes, le plus ta taille commence à s'élargir un petit peu. Ça part partout. Donc, cette ligne, elle va être affectée. Elle va être affectée. C'est ce qu'on a vu avec Coleman. Quand il est arrivé, moi, Coleman, au début, je n'ai jamais vu un mec aussi beau. Je n'ai jamais vu un mec aussi beau. Il avait une belle peau, il avait un volume magnifique, mais en gardant une ligne superbe. Et je ne sais pas, 5 ou 6 ans ou 10 ans après, c'était horrible, quoi. Je ne sais plus combien il a gagné d'Olympia. 3 ans après. 3 ans. Il a fait combien d'Olympia? Non, mais je veux dire, la taille, elle a explosé en 2000, c'était l'explosion. En 2000. Voilà, c'est l'explosion. Il a fini premier, LeBron deuxième. Il avait pris, ça a été le plus lourd qu'il a fait. Sa taille, il a fait comme ça. En 2000, c'est là où ça a explosé. 2000, 2001, 2002. Ouais. En 2000, non, mais il avait perdu sa taille étroite comme ça, c'était terminé. Il n'a plus jamais regagné. Parce que j'ai compéti contre lui en 99 et c'est ça. C'est là où j'ai vu et j'ai remarqué un petit peu que son ventre commençait à sortir. Mais il avait toujours une petite taille par rapport à ses épaules. Mais c'est en 2000, 2001, ça a explosé. C'est là où il est parti en gonade. Maintenant, j'aimerais finir avec le bouquin de Lavier, le nouveau bouquin. Donc, dis-moi qu'est-ce qu'il y a de différent avec le nouveau bouquin. Qu'est-ce que tu as rajouté, d'ailleurs que je vais acheter. Donc, parle-nous du nouveau bouquin, s'il te plaît. 64 pages tu sais, c'est l'ancien, mais tu as 64 pages de plus, tu vois. C'est quoi les 64? C'est ce que je veux savoir. Bah tiens, tu as des pages comme ça, tu vois. OK. Ça, c'est des pages, c'est pareil sur la morphologie. Alors là, on explique la morphologie du bassin. En fonction de la morphologie du bassin, la morphologie du fémur, les écartements que tu peux avoir, tu vois, et le fait de trop écarter, ou les pathologies que ça peut générer. Par rapport à l'acétabulum Oui, par rapport à la position de l'acétabulum, mais il y en a plein des comme ça. Hein. OK. Je ne sais pas, d'autres. Donc, j'aimerais que je vais acheter un, mais je voudrais l'avoir signé par toi, mon ami. Bah oui, mais le problème, c'est que moi, là, je suis en Hongrie, tu vois. Là j'explique aussi, tu vois, c'est beau. Dans l'ancien livre. Ouais. Voilà, ben là, c'est
technique, mais j'explique l'influence Du de la positionnement mobilité des pieds, antérieure de la hanche sur la presse des jambes. la technique du squat et la technique et la possibilité de descendre les cuisses à la presse. Et À la presse des j'explique jambes, que ouais. le problème de manque de flexion De flexion. antérieure de la cuisse, ça arrive, ça n'a rien à voir avec de la souplesse ou le grand écart. Il faut le grand écart, mais ils ne peuvent pas fléchir en avant. Ça peut générer de graves pathologies au lombaire, puisque tu vas être bloqué, par exemple, à la presse, et en étant bloqué à la presse, pour continuer à descendre, c'est les fesses qui vont décoller. Tu vois. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques d'avoir des hernies discales ou des problèmes graves au bas du dos. Au bas du Et dos, même ouais. au squat, beaucoup d'accidents de squat sont dus à ça, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, tu bloques, tu arrives en bas, tu veux descendre encore plus, tu ne peux pas, donc tu es gêné et à ce moment-là, tu as le dos qui s'arrondit, tu vois. Alors qu'un gars qui a de la flexion de hanche, lui, il va juste se péter la gueule, tu vois, boum, en avant, et il lâche la barre, tu vois, alors que l'autre, il ne peut plus descendre, et à ce moment-là, c'est le dos qui arrondit. J'explique toutes ces pathologies qui sont dues aux différences de morphologie, tu vois, mais j'ai des mouvements, j'ai pas mal de mouvements rajoutés dedans. Tu vois, le livre est assez complexe. Non, je vais l'acheter. Définitivement, je ne pouvais pas l'avoir sur Amazon ici aux États-Unis, mais je vais dire à mon copain de m'envoyer de France. Non, Alors, il n'est pas sorti sur Amazon encore en anglais. Il est en traduction. donc, non, c'est en français, moi, j'apprends. Tu vois, quand on parle des clavicules, parce que les clavicules, je n'avais pas traité. J'ai Ouais. plein d'articles sur la largeur des clavicules. Parfait. En fonction des morphologies. Moi j'adore dévorer. Moi, j'adore dévorer tout ça. Et puis les blessures que tu as en fonction de la largeur des clavicules. La clavicule, ouais. Spécialement développé couché et tout. Au coucher, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, super. Donc, tu vois, j'approfondis un peu certaines données, la morphologie, tu vois, c'est pas, puis les mouvements aussi, tu vois. Par exemple, j'explique les pathologies que tu peux rencontrer, par exemple là, tu vois, en prise serrée et en prise large. Tu vois, en prise large, tu vas déchirer le pec, et en prise serrée, tu risques d'avoir une luxation arrière. C'est deux pathologies différentes, puisqu'en serrée, tu risques moins de déchirer le muscle grand pectoral. C'est pour ça que les powerlifters, on leur dit, si ça tire, réduis un petit peu l'angle. Réduis l'angle, ouais. Ce que tu aurais dû peut-être faire, toi, au coucher, tu vois, si c'était un peu large, tu aurais peut-être dû, à l'époque, réduire. Mais moi, ça, je l'ai su plus tard aussi. Mais je ne savais pas, tu sais, c'était… Toi, les blessures au pec, tu vois, quand tu fais du pec, tu peux avoir des blessures qui sont ici, tu vois, là. Quand tu laisses tomber la barre, tu peux abîmer les cartilages chondro-sternaux, tu vois, ou tu peux avoir des luxations à l'arrière, puisque le choc se transmet sur la côte et son attache sur la colonne vertébrale. C'est pas grave, mais c'est handicapant pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, même si tu peux continuer à t'entraîner. Donc j'explique tout ça, plus d'autres mouvements qui sont dedans. Tu vois, on explique le coup parce que c'est des exercices qu'on n'avait pas traités. Donc tu vois, j'explique la course, tu vois, les muscles de la course. Et puis elle a été revue, augmentée. Tu vois, bon, les mouvements on a rajouté des mouvements pour les fessiers. Tu vois, c'est pas mal. Super. Voilà, c'est tout un ensemble de. Merci, super. C'est le meilleur livre. Le meilleur livre actuellement. C'est le meilleur livre et hâte de l'avoir et le rajouter à ma collection ici. Donc, j'aimerais vraiment. Il va être traduit en anglais. Il est en traduction, là. Il est en traduction anglais, allemand et puis d'autres langues aussi, chinois, genre plusieurs. Donc, malheureusement, c'est pas cette année, c'est l'année d'après que je touche l'argent. Mais tu vas le toucher. Donc, merci à tout le monde d'avoir pris le temps de faire ce podcast. Super gentil de votre part. On fera encore plus dans le futur. Ce n'est pas le premier et le dernier. Et pour toutes les personnes qui sont en train de nous voir en ce moment, merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était du direct? Non, c'est pas direct. Je dois exporter tout et après je le mettrai en ligne. Donc, j'aimerais remercier tout le monde d'être ici avec nous jusqu'à la fin de ce podcast. Le but de ces podcasts pour vous, c'est de vraiment vous éduquer, vous inspirer à faire les choses proprement dans la musculation et la nutrition et aussi dans la vie. C'est ce qu'on fait ici. J'ai hâte de faire encore plus avec vous. Bien sûr, ta chaîne de YouTube, Dorian, c'est quoi? C'est ta chaîne de YouTube? C'est Dorian Picard. Dorian Picard, je vais mettre le lien de ta chaîne de YouTube en bas, la chaîne de YouTube de Frédéric Delavier, comme ça vous pouvez vous abonner là-bas. Et on continuera avec ces
podcast et laissez-nous un commentaire en bas. Dites-nous ce que vous pensez de ce podcast et on vous verra la prochaine fois. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, Salut à tous. Salut.